suivant. Terminé. Combien de temps m'est imparti? Bon, bonsoir. Nous allons débuter donc ce shiur sur les halachot nombreuses ô combien de Pessah, par quelques mots concernant les yesodot, les fondements de la fête de Pessah. Vous connaissez le pasuk, Vayar Israël et Ayad Agdola, Asher Asa Hashem Bemitzrayim. Le clan d'Israël a vu la main étendue de Hashem sur Mitzrayim. Vayireu Ha'am et Hashem, Vayaminu Badonai, Umoshavlo. Ils ont cru en Hashem et en son serviteur Moshe Rabbeinu. Ceci nous indique que le fondement de Yetziat Mitzrayim, c'est la Emouna, la croyance en Dieu. Et vous n'êtes pas sans savoir que le Zohar appelle la matzah Ne'emna de Memnuta, Lachma Lechem Shel Emuna. Ça veut dire que la consommation de cette matzah nous ajoute dans la Emuna, dans la croyance, dans le bitachon profond que nous avons en Dieu. Et la question qui est demandée souvent dans les drushim de Chassidut est en quoi apparemment la fête de Pessah, la sortie d'Égypte, est rattachée spécialement à la Emouna. Toute la sortie d'Égypte, toute la Gada que nous racontons, je rappelle que c'est une des deux mitzvot qui nous reste Minatora, à savoir le récit de la sortie d'Égypte, ainsi que la consommation d'un kazaït de matzah. Nous avons une mitzvah d'Eoraita de la Torah de raconter la sortie d'Égypte. Ceci doit éveiller en nous, dans nos cœurs, cette notion de Emouna. Réfléchissons un peu. Le commentateur demande si nous assistons aujourd'hui à un ensemble de miracles qui sont tout à fait au-dessus des lois de la nature. À savoir que des macotes, des plaies tombent sur l'ennemi et nous sommes épargnés. La mer s'ouvre, nous passons, elle se referme sur l'ennemi. Kriyat Yam-Souf, Yetziat Mitzrayim, ce sont des miracles qui forcent la Emouna, et qui forcent tellement la Emouna, la croyance, que alors ce n'est plus de la croyance, c'est au contraire une vision physique avec nos yeux. Alors on peut se demander en quoi cette fête est attachée à la croyance en Dieu, alors qu'au contraire le clan d'Israël a vu Dieu. Vayaminu ba'Hashem Moshe Rabbeinu, ils ont vu Dieu lui-même. Vous connaissez le Midrash qui dit que la plus petite servante, lors de l'ouverture de la mer, eh bien, elle a vu encore plus que Yecheskel Ben Bouzi a vu lorsqu'il a prophétisé le chat, le fameux Merkava de Yecheskel. Donc, en quoi ceci est de la croyance? C'est au contraire une vision claire. Si un jour Dieu nous apparaît, nous disons je crois en Dieu, ce n'est plus de la croyance, c'est une vision claire qui est attachée à nos sens, à nos cinq sens. Ceci est la première question. La deuxième question, une question rapportée de nombreuses fois par nos commentateurs, dans les Aseret Adibrot et 10 commandements, il est ramené Anochi Hashem Elokecha Asher Hotzicha Me'eret Mitzrayim. Je suis Hashem qui t'ai fait sortir d'Égypte. Les commentateurs, et souvent cette question est rapportée dans les Maharim de Chassidut, demandent en quoi Hashem, lorsqu'il dit Anochi Hashem, il donne le commandement de l'unité divine, le Yichud Hashem, il dit qui t'ai fait sortir d'Égypte. Ça aurait été apparemment plus judicieux de dire eh bien, je suis l'Éternel ton Dieu qui a créé le monde. La sortie d'Égypte, c'est un événement, on a vu des événements miraculeux depuis la création du monde, mais vous vous imaginez un petit peu le chidouche, la nouveauté que cela a pu représenter, le fait que le néant, le rien, il n'y avait rien, aucune matière physique en tout cas, et bien tout à coup, une matière physique à partir du spirituel. C'est le chidouche absolu. Et la Torah ne fait pas référence à ce chidouche absolu lorsqu'elle nous parle de la croyance au Yichud Hashem, en l'unité divine, et fait référence à la sortie d'Égypte. Ça, c'est la deuxième question. Je serai bref sur le livret rouge pour que nous passions au halachot. Il était important de rapporter ces questions et
d'y répondre brièvement selon les enseignements de la Chassidoute, de l'Orebéim, qui nous disent la chose suivante. Maintenant, nous avons peut-être peu l'occasion de réfléchir à ces notions, à ces concepts, mais sachez que tout barda'a, toute personne qui réfléchit un petit peu, j'ai ce verre devant moi, cette eau devant moi, cette montre, ces objets, je sais qu'ils ne sont pas venus de manière fortuite. Ce stylo a été créé par une main, ce verre a été créé par une main. Tous nos grands sages nous disent, une personne qui a un cœur qui est mévine, qui a un cœur qui comprend, il comprendra que le monde n'a pas pu se faire de lui-même. Rien ne peut s'auto-créer. Il n'a pu venir que parce que Dieu l'a créé. Et cette chose-là, même les Umot HaOlam, même les nations, après réflexion bien sûr, pour ceux qui ont quelques connaissances dans les écrits que l'on peut retrouver au milieu des nations, eh bien on voit que beaucoup sont arrivés à la croyance par la réflexion. Alors, quel est le chidouche? Quelle est la nouveauté que nous voyons dans Klal Israël, sur lequel le pasuk dit Vayaminu b'Hashem Moshe Avdo. Ils croient en Dieu, nous croyons en Dieu. C'est quoi le chidouche? C'est quoi la différence? La différence, nous disent nos écrits, nos saints écrits de Chassidut en particulier, certes, il y a une émouna qui s'appelle émouna, mais qui n'en est pas une, qui correspond à la vision. Une personne qui observe le monde, qui voit comment le monde marche, qui voit les merveilles de la nature, qui voit comment les saisons se succèdent les unes après les autres, comment la terre tourne selon un cycle toujours régulier. De la même manière, la lune autour d'un cycle régulier sent et boit et arrive à la conviction intime et profonde, et ça même, un chacham des nations peut y arriver, et y arrive, ils y arrivent souvent. Il y a un Dieu dans ce monde, il y a un balabait babirazo, chez Manehigo, il y a un patron dans ce monde, il y a un balabait qui l'a créé, qui le dirige. Et là, alors quoi? Quelle est la particularité du Klal Israël? Et nous allons ainsi répondre aux questions qui ont été posées. La particularité du Klal d'Israël, c'est que est implanté en eux une émouna qui vient depuis les Havot déjà. Une émouna qui transcende complètement la émouna qui vient, la croyance qui vient par l'observation du monde et l'observation des règles qui dirigent le monde. C'est une émouna profonde que dans la chose de la Chassidut, nous appelons la émouna dans Sovev Kol Almin, à savoir que Dieu n'est pas seulement immanent, n'habite pas seulement le monde, au même titre que la Neshama fait vivre le monde, alors Dieu fait, au même titre que la Neshama fait vivre le corps, alors Dieu fait vivre le monde. Il y a une dimension qui transcende complètement cette dimension-là, qui dépasse complètement cela, et par rapport auquel tout le monde que nous voyons, et les milliers d'années qui passent, ne sont que Tipa Bayam, et quand je dis Tipa Bayam, quand je dis une goutte dans l'océan, je suis encore très très loin de la réalité. Et c'est cela que nous fêtons le soir de Pessah. Nous fêtons le fait que la émouna du Klal Israël, c'est bien au-delà de ce que nos yeux nous montrent. Bien qu'on a besoin, il est indispensable de s'approfondir, de faire ce que l'on appelle Hitbonenut, de réfléchir à la grandeur de Dieu, d'étudier beaucoup de Mahamarim, de passer quelques minutes au moins chaque jour, et même beaucoup plus que cela pour réfléchir à la grandeur de Dieu, afin de réveiller, de faire que la Ahava Mesuteret, l'amour de Dieu qui est enfoui en nous mais qui est caché, puisse arriver Be'it Galut, Libo Umocho, comme dit le Morazaken dans les Prakim, Yudzaïn, Libo Umocho, afin qu'elle soit réveillée en nous, et sinon, au moins Beta Lubo, au moins dans la partie cachée, arriver à réveiller un amour, une crainte de Dieu dans la partie cachée, mais qui fera que quand même notre tefila et notre attachement à Dieu sera puissant et vraiment productif, où on ressentira cette émouna qui est en nous de manière cachée. Donc, ceci répond aussi à la question, Anochi, la deuxième question, à savoir, Anochi Hashem Krasharot et Tiran Meret Israël. La particularité du Klal Israël qui a cru en Dieu et en Moshe Avdo, c'est quoi? C'est la sortie d'Égypte, parce que c'est dans la sortie d'Égypte qu'ils ont vécu hors de la nature, dans le surnaturel. Ils ont vécu, non pas dans Dieu qui habitait dans le monde, qui fait vivre les lois naturelles de manière immuable depuis des milliers d'années, mais Akadosh Baruch Hu qui monte au-delà de la nature, qui casse, qui brise les lois de la nature et qui montre, en les brisant, le chemin au Klal d'Israël, qu'il sait que lui, tout le long de son histoire, vivra au-delà des lois de la nature. Et chacun peut vivre, et chacun a certainement vécu parmi vous, ces événements où, d'après les lois de la nature, alors tout était bloqué, tout était coincé, et malgré tout,
il y a eu une incitation qui est venue d'en haut, une incitation qui était au-delà du naturel, qui était surnaturelle, qui était Vayaminu V'Hashem Moshe Avdo, dans la Yetziat Misraïm, que Dieu est intervenu et monté au-delà des lois de la nature et a montré que chaque juif, il est complètement au-delà de ces lois de la nature. Et cette émouna-là n'a aucune commune mesure avec la émouna simple que les nations peuvent avoir, à savoir que le monde ne peut pas exister sans un créateur, sans une force qui le met à l'existence à chaque instant. Ceci nous donne l'importance, la dimension, l'immense dimension de Yetziat Mitzrayim, de la fête de Pessah, et ceci explique d'ailleurs la multitude de halachot, la multitude de lois qui entourent cette fête de Pessah. Et on sait à quel point d'ailleurs tout le monde est investi, tout le monde sait une tradition à la maison, combien les mamans, les grands-mamans et les enfants, comment sont investis dans cette fête. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment, à l'approche de Pessah, cette émouna profonde, cette croyance profonde qui est dans le cœur de chacun d'entre nous, se réveille et prête à renouveler son éveil au moment de la achilat matzah, au moment où on mange la matzah. Voilà donc cette petite introduction qui nous montre l'immense dimension qui nous dépasse complètement l'intellect et que nous allons fêter Ezat Hashem dans quelques jours, le jour de Pessah. Nous commençons donc par quelques halachot concernant déjà le mois de Nissan. Très brièvement, quelques halachot concernant Nissan. Certains d'entre vous ont déjà fait la fameuse Birkat Ha'ilanot qu'on fait seulement une fois dans l'année. Et à ce propos, il y a un diouk dans le Admor Hazaken. Il dit Re'ia Rishona. Ça veut dire efforcez-vous de ne pas passer la mitzvah dès que vous rencontrez un arbre fruitier déjà en fleurs et les khatrila a priori, même 2 arbres fruitiers, il est bon de tout de suite faire la bracha. N'attendez pas le 10, le 15 ou la fin du mois. L'Admor Hazaken dit Re'ia Rishona. Merci. Donc ceux qui ne l'ont pas fait sont invités à aller dans des jardins, dans d'autres endroits où on peut regarder donc, a priori comme je disais, 2 arbres fruitiers, en fleurs déjà, vous faites la bracha que vous trouvez dans les sidorim. Ensuite chacun a commencé la parashat Anassi, vous savez que nous disons tous les jours, nous ajoutons un petit passage dans la tfila, qui est le parashat Anassim, et ceux qui n'ont pu oublier ou sauter un, il est toujours temps de le rattraper, on peut se rattraper, donc on est aujourd'hui déjà au 5e jour, c'est le 6e, donc ceux qui ne l'ont pas fait peuvent se rattraper, lire ce passage qui correspond à la lecture de Hanouka et qui finit par Ratson, où on demande à Akadosh Baruch Hu de nous apporter toutes les hashpaot qui passent par l'ensemble des tribus. Ensuite, bien sûr, tout le monde sait qu'on s'investit dans le fameux ménage de Pessah. Ce ménage de Pessah, je vais tâcher de vous donner quelques etzot, quelques conseils, afin de pouvoir faire ensuite la veille de Pessah une dikat Hametz qui ne soit pas trop difficile. Le Shulchan on nous dit, porte la Gemara qui dit que Kol makom chez machnisim bo Hametz, tous les endroits où dans l'année il peut y avoir du Hametz, botkim le oraner, prendre une bougie, nous avons l'habitude de prendre une bougie de cire, et nous allons chercher dans tous les endroits de la maison. Or, il est clair que dans la pratique, il semble très très difficile de passer dans tous les endroits où il y a pu avoir du Hametz dans l'année. Ça nous prendrait au moins toute la nuit et on n'est pas sûr du résultat. Bien que l'on sache, la tradition rapporte que le Admor Hazaken passait toute la nuit du 14 Nissan pour faire l'abdika. Le conseil que l'on peut donner est le suivant. Il est basé sur un din rapporté dans la Gemara, qui est le din de Arsadra, c'est-à-dire un balcon, des arcades. Lorsque un endroit est très éclairé, bien clairement éclairé, il est possible de faire l'abdika le jour. Cela veut dire la chose suivante. Tous les endroits qui ont besoin d'être vérifiés, bdiqués, on pourra le faire le jour si on est vraiment à la lumière du soleil. Prenons un exemple. Vous faites l'abdika des poches. Les poches des enfants, les cartables des enfants, sont remplies de Hametz.
on nettoie tout cela. Mais cela n'empêche pas, le nettoyage n'empêche pas la mitzvah de Bdikat Hametz le soir. Donc, si on veut ne pas faire l'abdika de l'ensemble des poches, de l'ensemble des cartables, qui demande un travail énorme, on peut demander aux enfants eux-mêmes, dès qu'ils sont arrivés à Chinuch la mitzvot, assez jeunes, ils peuvent eux-mêmes faire leur bdika. Comment? Ils se mettent devant la fenêtre, bien éclairée, et ils font la bdika des poches, des cartables. Et ils pensent, je ne fais pas ça à l'échelle du ménage de Pessah, au nom du ménage de Pessah seulement, je fais ça au nom de la bdikat hametz, la mitzvah de bdikat hametz. On est sommaire dessus? On est sommaire dessus sur les enfants? Oui, oui. La Gemara, c'est la Gemara que nous avions étudiée la semaine dernière. Vous vous rappelez, nous avons vu que l'abdika, après avoir fait le bitoul, n'est qu'une injonction des Rabbanan, et donc Chachamim se sont appuyés sur l'abdika des enfants. Si l'enfant comprend, s'il est arrivé à 6, 7 ans, 8 ans, on sait qu'on peut lui faire confiance, on peut s'appuyer sur l'abdika des enfants, absolument. Donc, puisque vous m'avez posé la question, je rebondis sur une deuxième halakha, c'est qu'au moment où le papa fait la bracha, il se mettra dans la cuisine ou dans la salle à manger, il sera entouré de ses enfants, de tous ceux qui vont l'aider pour faire l'abdika, il fera la bracha, les enfants entendront la bracha, répondront amen. Ensuite, chacun des enfants fera l'abdika d'une partie de la cuisine ou de la salle à manger, c'est-à-dire l'endroit où ils ont entendu la bracha, afin de ne pas faire de hefsek, d'interruption entre la bracha et le début de l'abdika. Une fois qu'ils auront fait 2 ou 3 mètres carrés dans la salle à manger ou dans la cuisine, sans interruption, chacun pourra vaquer à sa mitzvah personnelle, monter dans sa chambre ou les endroits qui lui sont impartis. Un bon conseil à donner, parce que si ils ne faisaient qu'entendre la bracha et ensuite ils filaient dans leur chambre, alors il y aura interruption entre la bracha et le début de l'abdika. Un conseil qu'il est bon de suivre. Une question. Quand vous dites qu'on fait l'abdika pendant le jour, c'est même pas demain, même 5 jours avant Pessah. Premier point, je viens de dire que lorsqu'il fait grand jour, qu'on est à la fenêtre, que le soleil brille, nous avons le makor, le fameux din de Arsadra, qui nous permet de faire l'abdika. Alors, quand je dis qu'on fait les poches à la lumière du soleil, il est clair qu'on ne pourra pas faire ça la nuit du 14 Nissan. Cette année, c'est le 13 Nissan. On en parlera tout à l'heure. Parce que ça sera fait avant. Sachez que, Beshat Adachat, lorsque une personne sait qu'il ne pourra pas assumer toute la mitzvah de faire l'abdika comme il faut pendant une nuit, il a le droit de faire une partie d'abdika les nuits qui précèdent. On a le droit de le faire. Et dans la mesure où on est dans un endroit qui est fortement éclairé par le soleil, on peut aussi faire l'abdika le jour. Donc, on sera quitte de la bdika le 13, le 12, le 11, le 10, même le jour. Donc, c'est une bonne habitude. Il faut bien habituer vos enfants, votre femme, les gens qui vous aident à faire l'abdika, que tout endroit où on sait pertinemment qu'il sera très difficile d'accéder le soir de l'abdika, eh bien, qu'ils fassent une bdika immédiate, si c'est la nuit à la lueur d'une bougie, si c'est le jour devant la fenêtre, et cela sera considéré comme vérifié et bdiqué. Prenons un exemple. Sans bracha. Sans bracha, bien sûr. Sans bracha, bien sûr. Prenons un exemple. Imaginez que vous ayez déplacé une armoire derrière laquelle les enfants ont pu jeter du Hametz pendant Purim, par exemple. Imaginez que vous ayez déplacé votre congélateur. Derrière le congélateur, il y a du Hametz. Vous nettoyez tout cela, vous remettez le congélateur en place. Étant donné que vous avez du Hametz derrière le congélateur, entre lui et le mur, c'est un endroit chez Machnissim Bo Hametz. Donc il faudrait faire l'abdika le soir du 14 Nissan. Alors imaginez ce que ça représentait une bdika où on est obligé de redéplacer l'ensemble de tous les meubles de la maison. Donc le conseil, c'est de faire l'abdika ou une nuit qui précède, ou au jour, si c'est à côté d'une fenêtre et que l'endroit est bien éclairé, et ça sera considéré comme bdiké dans la mesure où, bien sûr, on fait attention à ce qu'il n'y a pas encore de Hametz qui peut y être introduit. Prenons un exemple. Il est rapporté que dans la maison du Rabbi Rachab, il avait habitué sa famille, lorsque par exemple on gardait une chambre dans laquelle on allait mettre la nourriture cachée à l'épaisseur.
Alors, vous mettez la nourriture cachée à l'épaissard, mais si vous ne faites pas la bdika avant, vous n'avez fait que le nettoyage, il faudrait le 14 Nissan retourner dans ce cagibi, dans cette pièce dans laquelle vous avez mis vos matzot et tout ce que vous allez manger pendant Pessah. Donc on va se trouver dans une situation un peu contradictoire, à savoir qu'on a mis tout son cachère l'épaisseur dedans, et le soir, on déplace tout cela et on va rechercher le Hametz. Donc, quelle est la parade? La parade, c'est tout simplement, dans ce petit cagibi, dans cette chambre, vous faites l'abdika le soir, ou le jour, si c'est bien éclairé, comme une arsadra. À ce moment-là, la chambre sera considérée, ou le cagibi sera considéré comme complètement abdiqué, à la suite de quoi vous pouvez mettre votre nourriture cachée à l'épaisseur. Un exemple très frappant de ce que je vous dis ici, c'est que si vous avez nettoyé votre réfrigérateur ou votre congélateur, qui dans l'année est plein de hametz, de gâteaux, vous le nettoyez puis vous mettez toute votre nourriture cachée à l'épaisseur. Quand avez-vous fait la bdika hametz dans le congélateur? Vous n'avez pas fait. Vous avez fait un nettoyage. Donc qu'est-ce qu'il faudrait faire? Ou le soir, vous passez le congélateur à la bougie, ou c'est le jour, il est à côté d'une fenêtre et bien éclairé, vous faites la bdika. Vous dites, voilà, je vérifie, c'est bdiké, vous remplissez avec votre nourriture cachée à l'épaisseur, et puis vous fermez bien sûr hermétiquement le congélateur pour ne pas être amené à y introduire du hametz. Mais pendant le nettoyage, on va dire toujours les chiens bdika, le moment du nettoyage, c'est la cavana première, c'est de faire bdika, donc pourquoi on dirait que c'est bdiké? Pour la raison suivante. Pour deux raisons. Alors, on me demande pourquoi ne fait-on pas, au fur et à mesure du ménage, les shem bdika? Pour deux raisons. La première raison, c'est qu'il y a beaucoup d'endroits que l'on fait le jour, et dans des endroits qui ne sont pas à côté d'une fenêtre. Donc c'est très difficile de faire la mitzvah. Deuxièmement, si, en supposant que ce soit possible, de faire ce que vous venez de dire, ça voudrait dire qu'on aura fait au fur et à mesure du ménage abdika, et donc le 14 Nissan le soir d'abdika hametz, on n'a plus rien abdiqué. La maison est déjà, on a déjà fait la mitzvah. Donc il faut quand même garder des endroits qui ne sont pas abdiqués. Et comment? Tout simplement, vous faites, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, ce sont seulement les endroits qui seront difficiles d'accès, derrière les congélateurs, derrière les armoires, sur lesquels on fera la bdika les jours qui précèdent Pessah, et on gardera les endroits près de la table, les endroits où il y a généralement du hametz dans l'année, pour faire la bracha de la bdika hametz, le bio hametz. C'est une recommandation que je donne. Souvent les personnes m'ont remercié de ce conseil, parce que sinon c'est très difficile de faire une bdika convenable, alpidine, si on ne s'est pas aidé pendant les jours qui ont précédé Pessah. Encore une recommandation, il faut bien faire attention. Lorsque vous réunissez votre hametz et vous le jetez, de ne pas le jeter dans des endroits sur lesquels vous avez encore un droit de propriété. Par exemple, on me demande souvent, peut-on jeter le hametz dans le vide-ordures? Le vide-ordures, en général, est ainsi fait que les ordures descendent dans la cave et dans des containers. Ces containers, vous en avez un peu la propriété. Vous payez des taxes pour cela, donc il est un peu à vous. Vous êtes au moins un choutaf associé. Donc le hametz n'a pas quitté votre réchout, votre propriété. Donc on fera bien attention que le hametz dont on veut se débarrasser ne soit pas ou dans notre immeuble ou dans nos poubelles, dans des containers. Vous avez plusieurs solutions, entre autres, si c'est possible, c'est qu'il reste dans des sacs poubelles qui ne sont pas dans vos containers et les mettre dans un endroit qui ne vous appartient pas. Alors ça dépend de l'endroit où vous habitez, et comme ça il sera à l'extérieur de votre maison. Ou le mieux c'est d'aller les apporter directement au Sivom, dans les endroits où on brûle toutes les ordures. Cette année particulière, c'est l'année que l'on appelle l'année de Erev Pessah Shechal Shabbat. Le Seder, c'est samedi soir, Motzai Shabbat. Erev Pessah, c'est Shabbat même. Donc, il n'est pas possible de faire l'abdika vendredi soir, ni le biur hametz, brûler le hametz samedi. Donc, qu'est-ce que l'on fait? Brièvement, je rappelle donc les minhagim à ce sujet.
nous avons l'habitude de faire l'abdika le 13 Nissan. Ça veut dire cette année, c'est le jeudi soir, à la nuit. Ensuite, vous gardez dans un endroit à l'écart des mains des enfants les 10 morceaux que vous avez trouvés et que vous allez brûler le lendemain à l'heure à laquelle nous avons l'habitude de brûler le Hametz chaque année. Ça veut dire de sauf Shah Hamishit. À la fin de la 5e heure, je n'ai pas regardé dans les calendriers combien ça correspondait cette année, c'est souvent vers 11h30, 11h40 à la montre. Parce que les heures sont maniotes, sont variables. On a l'habitude donc de brûler à la même heure que chaque année, bien que il n'y a pas encore l'interdiction de Hametz jusqu'au lendemain. Mais pour ne pas faire de différence et être amené à se tromper les années ultérieures, on brûle le Hametz à la même heure que chaque année. Sachant bien que on a le droit de continuer à consommer du Hametz pendant toute la journée du vendredi et Shabbat aussi pour les repas de Shabbat. Une chose, le Hametz, on n'a pas pu le brûler entre ce que vous disiez avant 11h et 11h30. Très bien. Il y a une possibilité une Alors, heure. Encore une fois, j'ai dit que l'habitude c'est de brûler à l'heure habituelle, mais il est clair que dans la mesure où tout le vendredi est un zman, c'est un temps où la consommation de Hametz est permise, donc il est clair qu'une personne qui n'aura pas brûlé à l'heure indiquée pourra brûler toute la journée de vendredi jusqu'à l'allumage des bougies de Shabbat, ça n'a pas de problème. Maintenant, pour Shabbat même, on gardera bien sûr la quantité minimale de challah pour chaque membre de la famille. Donc chacun gardera la quantité minimale, je rappelle, c'est 2 kazetines, ça veut dire une kabetza, à peu près 60 grammes de challah pour chacun. Certains ont l'habitude d'acheter des pitotes parce qu'ils ne font pas de miettes, ça peut être un conseil à donner. C'est quand même moins idourique, moins meshoubar qu'une matzah, qu'une challah. Et on procédera de la manière suivante. Vendredi soir et Shabbat midi, on fera kiddush. Alors écoutez bien les précisions. De préférence dans la même salle, dans la salle à manger, mais de préférence sur une autre table que la table sur laquelle on terminera l'essentiel du repas. Je m'explique. Le conseil qui est donné par de nombreux rabbanim, c'est de faire une séouda, un repas kasher les Pessah, complètement kasher les Pessah, dans la vaisselle de Pessah pour vendredi soir, Shabbat midi. Il faut manger du pain. Comment faire? Donc, vous tâcherez d'avoir une autre table retirée à 2-3 mètres de la grande table à salle à manger. Vous ferez de telle sorte que l'on gagnera, premièrement, que de l'endroit où vous ferez le kiddush, vous pourrez voir les Nerot Shabbat. Il est important d'être dans un endroit où les Nerot Shabbat sont dans votre champ de vision. Vous faites kiddush sur cette table, tous les membres de la famille finissent de consommer leur kabetza, leurs 60 grammes de pain. Ensuite, on se nettoie bien les mains, les ongles, les dents, la bouche, de telle sorte qu'on n'ait plus la moindre trace de Hametz sur soi. On se secoue les habits. Quand toutes ces opérations seront faites, eh bien on pourra faire les quelques mètres qui nous séparent de la grande table sur laquelle sont préparés donc les succulents mets de Shabbat, kasher les Pessah. C'est bien sûr un conseil, il y a d'autres solutions. Les personnes qui mangent à l'envie tout le Hametz. Mais le conseil pour éviter beaucoup de problèmes, surtout lorsque, Baruch Hashem, nous avons une famille Mevorechet Banim avec beaucoup d'enfants, il est conseillé donc d'avoir, comme je vous dis, 2 tables. On peut mettre une table aussi, on m'a demandé déjà la question dans le couloir à côté, mais il est important que l'endroit où vous faites le kiddush, vous ayez un champ de vision à partir duquel vous observez les bougies de Shabbat et la table dans laquelle vous allez finir le repas. Dans ces conditions, on a le droit même de faire dans un couloir à côté ou dans une entrée à côté. À ce moment-là, il faudra faire revenir cette place-là pour dire qu'il y a Dans la mesure où, si on est dans la même pièce, comme je viens de dire,
Revenir dans cet état pour faire les quatre. Oui, sauf dans le cas où c'est dans le même champ de vision. Si c'est dans le même champ de vision, c'est pas mon rare de. Ouais. Si c'est, oui, c'est pour ça que pour éviter ce problème que vous évoquez, je me suis arrangé de mettre dans la même salle. C'est pour ça que les khatrila, c'est mieux de faire ça. Sinon, il faudrait rentrer dans les détails, beaucoup de détails sur cette halakha de Shinui Makom. Donc la meilleure chose, c'est de faire comme je viens de vous dire. Et si c'est un jardin, pour ceux qui ont un petit extérieur, s'il y a un jardin, donc vous laissez sur une petite carte en plastique, vous mangez le khalat. Voilà. Si du jardin, vous avez vision sur la salle à manger. Et sur les bougies aussi, c'est important. Parce qu'au moment du kidouche, il faut voir les bougies. Et c'est pas toujours évident, cela dépend de l'exposition. Là où il y a le motzi, donc on est à l'extérieur, on va dire. Voilà. Alors vous arrangerez pour que la salle, la grande salle, où on finit le repas, ainsi que les bougies, soient dans votre champ de vision. Auquel cas, ça sera bien. Excusez-moi, c'est pas étonnant que normalement on dit que le pain, ça en quitte la bracha sur tous les aliments du repas qu'on mange. Mais là, c'est un peu contradictoire, parce que le pain, c'est Hametz, et après on mange tout, donc à chaque fois ça. C'est pas du tout une contradiction. C'est pas une contradiction dans la mesure où l'ensemble du repas que vous finissez d'ailleurs, du point de vue de la halakha, il n'y a aucune interdiction de manger ensemble. Nous faisons ça pour éviter les problèmes de mélange. Mais à la limite, si vous décidez de prendre vos chalotes et les manger sur la table, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun ikour halachique pour cela. Aucun empêchement. Il n'y a pas de manger du pain avec des mets qu'on va manger pendant le repas. C'est un conseil, encore une fois. Il y en a qui mangent du pain avec les mets. Seulement, ça pose beaucoup de problèmes, longuement évoqués dans le Shulchan Aruch. Ensuite, où mettre les assiettes qui sont slaves. A priori, il est interdit de laver des assiettes de Shabbat pour le lendemain. Donc, c'était la solution que je proposais, qui évitait tous ces écueils. Maintenant, effectivement, celui qui mange le Hametz, il est même permis, en cas de besoin, de nettoyer les assiettes. Ça s'appelle une achana à l'etzorech mitzvah, l'etzorech mitzvah permet. Pour éviter ces écueils, donc je préconise de ce que je viens de vous dire. Une autre solution, c'est de manger des matzot aux œufs ou des matzot trempés dans l'huile. Vous demandez si c'est possible? C'est une autre solution qu'on propose en général. De manger matzot, vous savez que on a l'habitude de ne pas manger de matzot, le Erev Pessah, et en plus, vous rentrez dans le problème de la matzah ashira. Si vous laissez tremper dans des jus quelconques, vous rentrez dans une salle. On ne prend pas. Erev Pessah. C'est encore avant le Zman du Issour, donc il n'est pas interdit. On mange des matzot à l'heure. Non, mais Erev Pessah ne mange pas de matzah ashira. Mais c'est pas des matzot, ils n'ont pas le din de matzah, cela. Ce sont simplement des matzot faits aux œufs, des matzot trempés en Matzah ashira, on est marqué ou matzah ashira? C'est un ramal dans Shulchan Aruch. Non, on ne mange pas de matzah ashira à Pessah. Certains prennent, ces Sfaradim prennent la matzah ashira, certains font moti dessus, mais nous avons le minhag de ne pas prendre. Comment fait-on pour le repas entre Shabbat et la préparation pour Shabbat, les extensions, lesquels on prend? Ça veut dire quoi? Ça veut dire. Je n'ai pas compris la question. Les extensions, ça veut dire qu'on prend la vaisselle de Pessah ou comment on fait la veille de Shabbat? La veille de Shabbat. Ah oui? Les 2 repas de Shabbat, c'est conseillé de faire dans la vaisselle kasher les Pessah. Ah ouais, tiens. Les 2. Oui. Bon, maintenant, si là, à la fin du repas, les miettes qui resteraient sur la table donc on a mis à part, on les prend, on les réunit. S'il n'en reste pas, c'est le mieux, on avale tout. C'est le mieux bio-chamet. S'il en reste, eh bien, on émiettera les derniers petits morceaux de pain qui resteraient, on peut les émietter dans les toilettes et tirer la chasse. C'est considéré comme un bio. Donc c'est comme ça que l'on a l'habitude de faire. Et je rappelle que cette année, vendredi, qui n'est pas le vrai Erev Pessah, il est permis de se couper les ongles et de se couper les cheveux, chose qui est interdite les Erev Pessah des années classiques, traditionnelles. Erev Pessah, on ne se coupe pas les ongles, on ne se coupe pas les cheveux. Cette année, Erev Pessah c'est Shabbat, donc il est clair qu'on ne le fait pas, mais la veille, à savoir le vendredi, jusqu'à la Shkia, jusqu'à l'entrée de Shabbat, il est permis de se couper les ongles et les cheveux. Donc, sachant que ensuite on garde les cheveux jusqu'à Shavuot, c'est une bonne opportunité de pouvoir se couper les cheveux jusqu'à la dernière minute Erev Shabbat. Oui, c'est ça le chidouche. Ça le chidouche. Les autres années après Hatzot c'est Assour, cette année comme c'est vendredi, c'est Moutar. Un juif? Oui, Moutar. Il n'y a pas d'Akbala. Excusez-moi.
éventuellement pour les miettes de pain ou de pitote qui resteraient, par exemple, si on a mangé dans des assiettes en plastique. Les couverts en plastique, on les jette dans la poubelle ou ça pose un problème? Donc, ça pose aucun problème. Dans la mesure où vous avez suivi le conseil que j'ai donné et que vous mangez un repas à Kachar des Pessah, On peut les jeter dans la poubelle, machin. Sans problème. Sans problème. Non, mais Au niveau du bitoul, Avec le Hamet. quelques détails importants. Quelques détails importants. Le jeudi soir, nous avons fait le bitoul, après la recherche des 10 morceaux de pain que l'on a éparpillés dans la maison. Le vendredi, je rappelle tout à l'heure, à la fin de la 5e heure, le vendredi, on brûle son chametz, et à ce moment-là, on ne fait pas le bitoul comme les années traditionnelles. Pourquoi? Parce qu'on garde du chametz qu'on en consommera pendant le Shabbat. Par contre, lorsqu'on va brûler son chametz, on fera suivre le biur chametz du Yehi Ratzon qui est imprimé dans les Sidurim. Maintenant, il y a toute une discussion. Si le lendemain, à savoir Shabbat matin, après le repas, on a fini de manger du pain, et on fait le deuxième bitoul, afin d'éliminer les derniers chametz qui a pu rester en notre possession sans qu'on le voie. Et alors à ce moment-là, on fait le deuxième bitoul, kal chamira des chazité des chazité, et certains disent que on recommence le Yehi Ratzon que l'on a fait à la suite du biour de la veille. Certains disent que oui, certains disent que non. Je n'ai pas entendu qu'il y avait une nachra, qu'il y avait une décision définitive à ce sujet. C'est quoi le Inyan? Si on a fait le bitoul aussi vendredi. Si on a fait le bitoul, Si on a fait kol chamira aussi vendredi. Après bio. ça fait rien. Voilà. C'est pas grave parce que il est clair que c'est un bitoul betaout, dans la mesure où on a bimiouchad, on a gardé donc ces chalotes de côté, donc ça n'empêche pas que l'on puisse quand même on peut manger son pain. C'est quoi le Inyan de refaire le Yehi Ratzon? Le Yehi Ratzon, On a fait au moment de ça. pourquoi? Parce que le Yehi Ratzon, c'est un texte qui a rapport avec le biur chametz, la destruction totale du chametz. Mais la destruction définitive ne se fait que Shabbat finalement. Donc c'est shayach de le refaire. Ça, c'est la raison. Je peux revenir juste sur la bdika. On va avancer juste sur la bdika. Si on a une famille chez nous qu'on reçoit tout et ça, et est-ce qu'ils sont khayab de bdika en leur allouant une pièce à... La question est demandée. Vous invitez une famille chez vous pour Pessah, de manière très très simple, les enfants d'une famille, des enfants déjà mariés qui vont passer Pessah chez leurs parents. Ils arrivent la veille ou l'avant-veille, on leur donne une chambre dans laquelle ils vont vivre pendant 2 jours, 3 jours de Pessah, ou même peut-être tous les 8 jours de Pessah. Sont-ils tenus à l'abdikat ramès dans leur chambre? La réponse est que s'ils mangent, et c'est toujours le cas quand on les invite, s'ils mangent à la table familiale, ils sont considérés comme morim, comme invités. Les invités ne sont pas tenus de faire l'abdika. C'est le balabait qui est tenu de faire l'abdika. Si par contre vous avez loué, un cas théorique qui peut arriver peut-être, vous avez loué une de vos chambres à une personne qui ne mangerait pas chez vous, qui n'est pas invitée, vous avez loué une maison, ou prêté une maison, une chambre, une partie de votre appartement, mais il mange tout seul, alors lui, s'il prend possession des lieux avant le Zman du Riouf de Bdika, c'est-à-dire cette année avant la nuit du jeudi soir, eh bien lui, il sera tenu de faire la Bdika. C'est une Gemara qui pose Psachin à Moudaï qui pose la question, à Socher va maskir, est-ce que c'est le Socher, celui qui loue, ou le maskir, le propriétaire des lieux, qui est tenu de faire l'abdika? Et la conclusion de la Gemara, c'est celui qui a les clés en main avant le zman du chiyuv de bdika, c'est lui qui est tenu de faire l'abdika. Donc, si vous allez dans un hôtel, par exemple, qui n'aurait pas été, dont le propriétaire vous dit on a fait le nettoyage mais on n'a pas fait l'abdika, si vous prenez possession de votre chambre d'hôtel cette année, jeudi dans la journée ou auparavant, eh bien c'est à vous de faire l'abdika dans cet endroit, dans la mesure où ce sont des endroits, bien sûr, chez Marchissimo Hametz. C'est à vérifier quel genre de chambre vous allez occuper.
imaginons que l'invité est m'a pris de faire sa propre bdika. Est-ce qu'il peut nous donner une somme symbolique au balabali en disant voilà, je te donne la pièce. Il semblerait que non. Non. Parce qu'il discute là-dessus, mais donner une somme, il semble que ce n'est pas suffisant. Il faudrait que ce soit une vraie sriroute. Et donc on ne pourrait pas permettre cette ruse-là pour donner le riouf de bdika avec la bracha en tout cas à ces invités. Parce qu'on sait que dans les faits, ils sont quand même invités. Donc le fait d'avoir une sriroute payante ne change pas. C'est une chéla qui est évoquée dans les poskim. Si c'est une personne qui ne sait pas lire, ni en hébreu, ni en français, ni en phonétique, comme nos anciens parents souvent ne savent pas lire, nos parents, donc est-ce qu'à ce moment-là, je peux remplacer par exemple ma mère à sa place? Absolument, il y a le din de shlichut dans la bdika, dans le bitoul, et vous pouvez la remplacer et lui expliquer de quoi il s'agit. Lui expliquer que, comme vous êtes son shliach, il faut faire donc le bitoul chametz, lui expliquer que vous êtes mevatel, c'est-à-dire vous faites en sorte que son chametz soit considéré comme la poussière et qu'il soit efker, qu'il soit domaine public, qu'elle perde la propriété du chametz. Ensuite, Ça pose un problème, c'est la personne qui utilise de la vaisselle ou des assiettes en plastique, c'est un problème. Comment fait-on pour le samedi midi, avant midi? Comment il peut l'enlever? Si c'est des assiettes, des plats. avec du chametz, Oui. c'est-à-dire vous parlez d'une personne qui va manger du chametz dans des assiettes. Oui, pas dans des plats plastiques. Comment il fait? Pas dans des assiettes cachées à l'épaisseur. C'est ça votre question? Oui. Non, je répète votre question. Vous demandez à une personne qui mangerait une assiette de couscous pendant le vendredi soir. Voilà. Donc il a toutes ces assiettes. Bon. Ça va dans le Vous voulez absolument rentrer dans les problèmes. Non, mais après, comment il fait pour l'éliminer? Il le met où? Bah, le mieux c'est qu'il avale tout, mange tout. Non, l'assiette où il le met où? Écoutez, Oui. si vous, quand même vous vous entêtez à prendre cette solution, s'il n'y a pas d'autre choix, il est permis quand même de nettoyer les assiettes de tout le chametz qu'il y a dedans. Vous pouvez le faire dans l'évier. Dans l'évier par exemple, nettoyez bien avec le doigt, vous nettoyez votre assiette jusqu'à temps qu'il ne reste plus de chametz. Mais vous rentrez dans une association de Bediavad. A priori, il ne faut pas faire ça. C'est prévu pour les tzorech mitzvah, mais tâchez de ne pas rentrer dans ce problème-là. Sinon, s'il n'y a aucune autre solution, vous pouvez quand même nettoyer vos assiettes. Il est permis de nettoyer ces assiettes. Et le motzi, elle avait le pain pour manger. Je vais vous l'expliquer. Manger dans une table à côté, c'est expliqué. Tout à l'heure. Une question sur la bdika avant de passer à autre chose. Ceux qui partent dans les hôtels, justement, qu'est-ce que vous conseillez par rapport à la maison? Est-ce que le couvent, vous gardez une pièce dans la bdika avant de partir? La question est posée. Quel est le conseil pour une personne qui passerait Pessah? Je vais répondre à cette question, puis je vais vous proposer que je finisse et puis que l'on pose des questions. Non, c'est pour ne pas saccader trop le shiur, que ce soit clair pour tout le monde. Je continuerai le shiur et ensuite prévoyez vos questions et puis je réponds aux questions. Je crois que c'est beaucoup mieux, sinon ça va saccader le shiur. Alors, je réponds donc à la dernière question. Quel est le conseil pour une personne qui irait dans un hôtel quant à la bdika de sa maison? Est-ce qu'il vaut mieux vendre tout et se rendre pas tour de bdika? Il est clair que la bdika tramet c'est une mitzvah. Et si on l'a fait en son temps, le 14 Nissan ou le 13 Nissan cette année, on le fait avec une bracha. Donc, il est clair que il faut tout faire pour ne pas se rendre patour exempt de cette mitzvah. Donc, il faut au moins garder, encore une fois c'est un conseil, il faut au moins garder une partie de sa maison non vendue, non louée, au non-juif, qui va prendre possession de votre chametz. Regardez la salle à manger ou la cuisine par exemple, dans laquelle vous tâcherez de mettre les 10 morceaux de pain que vous rechercherez par la suite, le dernier soir avant votre départ de la maison. Cette année, si vous quittez votre maison mardi ou lundi par exemple, un dimanche soir, vous mettrez les 10 morceaux dans la cuisine ou dans la salle à manger, vous les cherchez, vous les trouvez, vous les gardez, vous les conservez, et vous les brûlerez à l'hôtel, là où vous arriverez, le vendredi matin à l'heure indiquée. Ça c'est le conseil. Alors, quand vous aurez fait votre bdika précédemment, donc au moment du biour, on ne fait pas de bracha. On a perdu la bracha. Voilà. Maintenant,
je continue donc, après donc, c'est à la chôte concernant l'abdika. Il ne faut pas oublier, Erev Shabbat, de préparer un certain nombre de choses qui concernent le Seder. Première chose, a priori, il faudra faire l'abdika des salades du Maroc, à savoir, on a l'habitude de prendre de la romaine. La romaine, il faudra faire l'abdika avant Shabbat. Faire l'abdika, sinon si on ne le faisait pas vendredi, on sera obligé de le faire Yom Tov, c'est-à-dire le soir, la nuit, à Motsai Shabbat. Et là, ça pose pas mal de problèmes. D'abord, on est toujours pressé pour commencer le Seder. Deuxièmement, il n'est pas évident, ça demande une étude approfondie, il n'est pas évident que l'on ait le droit d'être borer pendant Yom Tov. C'est la faute assez délicate. Donc, compte tenu de tous ces inconvénients, il est vivement recommandé de faire les bdikot de vos salades avant qu'elles soient bien propres, avant l'entrée de Shabbat. Vous les gardez au réfrigérateur, en général elles se conservent bien. De la même manière pour le réfort. Le réfort, on a l'habitude de le râper. Dans son Shulchan Aruch, l'Admor Hazaken est mahmir dans le fait de râper le réfort. Il considère que c'est un légume qu'on a l'habitude de faire les yamim rabim. C'est-à-dire qu'on a l'habitude de faire non pas pour la consommation immédiate, mais pour la consommation de nombreux jours qui suivent. Donc il est mahmir. Donc il est recommandé de râper le réfort vendredi après-midi, ensuite de le recouvrir pour pas qu'il perde sa harifut, sa force, et le conserver comme ça jusqu'à samedi soir. Ça, ce sont les recommandations pour vendredi. Ensuite, vous savez qu'on n'a pas le droit de préparer les besoins du Seder, du samedi soir, pendant Shabbat. Ça s'appelle Achana, préparé de Shabbat pour Yom Tov, pour un autre jour. Ceci est interdit. Ça veut dire que les préparations, dresser la table pour samedi soir, et toutes les préparations du Seder ne se feront qu'à la nuit. Donc il faudra que les membres de la famille, la maman, les enfants qui restent à la maison, s'empressent de préparer le Seder pendant que le papa et les enfants qui sont à la choule, les garçons qui sont à la choule, eh bien, font la tfila de Ma'ariv. Et lorsqu'ils rentreront, la table sera dressée. Il faudra ensuite aller assez rapidement. De la même manière, la maman tâchera de mettre les plats qui sont à réchauffer dès que la nuit tombe, dès la tombée de la nuit, ainsi afin que ça puisse se cuire au moment où on arrive au repas. Donc, il est interdit de préparer le Shabbat pour Motsai Shabbat. N'oubliez pas aussi d'allumer les bougies, vendredi soir de Shabbat et le samedi soir de Yom Tov. Il est permis, lorsque vous mettez les bougies sur le chandelier, il arrive souvent que les bougies ayant fondu, il reste des fonds de bougies dans le fond du chandelier. Il est permis de prendre un couteau ou un ustensile quelconque et de le vider. Ce n'est pas considéré comme une melacha ou quelque chose d'interdit ou d'indéchol. Il est permis donc de vider, de décoller les bougies séchées au fond de votre chandelier afin d'y pouvoir y poser les nouvelles bougies que vous allez allumer pour Yom Tov. Ceci est permis. Par contre, réchauffer le bas de la bougie pour le coller sur le chandelier est interdit. Pourquoi ? Tout simplement qu'il y a une interdiction qu'on appelle mémaréach, lissé. Lorsque vous chauffez le bas de la bougie que vous mettez sur le chandelier, il y a une interdiction de mémaréach, lissé. Donc on s'en abstiendra. On rentre dans le Seder de Pessah. Il y a un certain nombre. On va commencer donc les 2 mitzvot de la Torah ainsi que les nombreuses mitzvot des Rabbanan du soir. Les mitzvot de la Torah que je rappelle, manger un kazaï de matzah et raconter Sipur Yetziat Mitzrayim. On va commencer donc par la Achilat Matzah. Brièvement, rappelons que pendant le Seder, a priori, il faut prendre 5 azétim. 2 au moment du Motzi Matzah, 1 au moment du Korer, et 2 au moment de l'Afikoman. Quelles sont les mesures minimales de consommation de matzah? Si nous avons dit chaque kazaït, on a 5 azétim. Un kazaït, d'après la chita de Rav Chaim Naé que nous tenons, que nous suivons, c'est la quantité de matzah contenue dans un cube de 3 cm de côté.
c'est-à-dire la quantité de matzah d'un volume de 27 cm3. Des comptes ont été faits par des spécialistes, nous avons eu l'occasion de le faire certaines années, d'écraser de la matzah, de piler de la matzah, la mettre dans un cube de 27 cm3, et on a trouvé que la masse volumique, c'est-à-dire le poids de matzah qui occupe 27 cm3, c'est la moitié de la masse volumique de l'eau. C'est entre 0,5 et 0,55. Ça veut dire que si vous prenez un cube de matzah de 3 sur 3 sur 3, ça vous fait un poids de matzah approximatif de 15 grammes. C'est la raison pour laquelle on considère, et c'est de la foot de nos jours, que c'est répandu de nos jours qu'un kazaït, c'est 15 grammes au minimum de matzah. Certes, vous avez certainement vu dans beaucoup de Kuntresim, etc., 27 grammes. Il y a des raisons, c'est peut-être pas le sujet aujourd'hui de développer ce sujet-là, mais enfin, le 15 grammes, on est quitte d'après la chita de Rav Chaim Naeh. D'après la chita des Machmirim, c'est plus que ça, c'est 25 grammes. Mais d'après la chita de Rav Chaim Naeh, et ainsi la majorité des Sfaradim aussi suivent cette chita, le Rov du Olam suivent cette chita, c'est donc, il dit 15 grammes de matzah comme kazaït. Les autres kazetim sont midé rabanan. Excusez-moi, pour moi, c'est même combien? Les autres kazetim sont midé rabanan. Dans la mesure où ils sont midé rabanan, on peut être encore plus mékil que ce que je viens de vous dire. On peut prendre la chita du Rambam qui considère qu'un kazaït c'est un tiers de kabetza, c'est-à-dire c'est 19 cm3. Si vous multipliez par 0,5, ça vous fait à peu près 10 grammes. Alors il est clair que je ne suis pas là pour vous dire de diminuer votre consommation de matzah. Si vous aimez la matzah, vous les mangez tant que vous en voulez. Arrêtez mes chouars, pourquoi pas. Je vous dis ces chourim parce que de nombreuses années, il y a des vieilles personnes, des malades, des enfants qui voudraient faire la mitzvah comme il faut, mais qui malheureusement n'arrivent pas à avaler des grosses quantités de matzah, surtout quand on leur présente une immense matzah à finir, et après encore une deuxième, encore une troisième, c'est quelquefois difficile. Donc, d'après les shiurim que je viens de vous donner ici, cela correspond à la quantité de matzah suivante. Les 15 grammes, c'est un quart de matzah. Bien sûr, je vous donne ces chiffres sous toute réserve, parce qu'il y a des grosses matzot, des petites matzot, il y a des épaisses, il y en a plus fines. Donc, prenez un pesette et pesez vos matzot, jusqu'à ce que vous arriviez donc à 15 grammes. Vous avez même le droit de peser pendant Yom Tov, si votre pesette est seulement mécanique, qui n'est pas électrique. Bon, Yom Tov c'est permis, ça s'appelle Medida Shel Mitzvah. Donc vous pouvez avoir un pesette, cacher les picous, vous achetez tout neuf, cacher les Pessah, et vous pesez vos kazetim, et vous aurez 15 grammes, et on sera quitte. Pour les autres, on peut même se contenter, puisque ce sont des kazetim, des rabanan, de 10 grammes seulement. Donc vous voyez, une personne qui serait malade, qui aura un problème pendant Pessah, il peut se contenter, donc les premiers kazaït, on a dit 15, et les autres, ça fait que 10 grammes. Donc vous voyez, c'est pas beaucoup, et on est quitte de la mitzvah de Pessah, de matzah. Il est clair, celui qui veut manger plus, celui qui veut être marmir, de manger jusqu'à 25 grammes. Arrêtez mes choubars, t'as moi la bracha, on peut toujours être marmir. Mais je vous ai donné les quantités minimales pour les vieilles personnes, les enfants, etc., les femmes qui ont beaucoup de mal à manger. Donc, en résumé, c'est 15 grammes le kazaït minatora, midera banane, c'est 10 grammes. Donc, le premier au moins, il faut être makpid, que ce soit 15 grammes. Les autres, on peut être mekin un peu moins. Un quart de matzah. C'est un quart de matzah. Encore une fois, sous toute réserve. Il faut peser, ça dépend des matzot. Mais en général, un quart de matzah suffit. Bien. Ce sont pour les kazetim. Maintenant, un petit détail au moment du motzi matzah. Certains ont l'habitude, vous savez très bien, d'avoir un plateau, que tous les garçons ont un plateau devant eux. Mais même ceux qui ont cette habitude, les femmes et les filles n'ont pas ce plateau. Et chez les Sfaradim, à plus forte raison, il n'y a que le père qui a le plateau et qui met sadère le seder. Dans ces conditions, il est clair qu'on ne peut pas, dans la matzah du papa, distribuer un kazaït à chacun des membres de la famille. Donc, on est tenu, avant de commencer les brachot, de distribuer à chaque membre de la famille les 2 kazetim
et même quelquefois un, je vais expliquer tout à l'heure, à chacun des membres de la famille. Et ensuite, au moment où on fait la bracha, tout le monde s'accoude et mange ses kazetim de matzah. Mais si on se contente de cela, les membres de la famille n'auront pas goûté de la matzah shlema. Donc, de nombreux poskim préconisent que le papa distribue une toute petite partie de sa matzah shlema, sur laquelle il a fait moti, aux membres de la famille. Il peut le faire après la consommation de la matzah. C'est-à-dire au moment où on fait la bracha, on s'accoude, on mange les kazetim de matzah, et à la suite de quoi, quand on a terminé, le papa distribue un petit peu de la matzah shlema afin que tout le monde goûte de cette matzah, comme on fait tous les Shabbatot, où le papa distribue aux membres de la famille une partie de la challah. Clair ce point. Tâchez d'y penser. C'est un hidour mitzvah de faire cette chose-là. Si on a oublié de s'accouder pendant la consommation de la matzah, on recommence. Donc tâchez de ne pas oublier. Comment ça coûte On recommence. On recommence sans bracha, pour diverses raisons. Le Rabbi rapporte dans une Sikha, une Chakira, sur la Haseba. Est-ce que c'est un chélek de la achilat matzah, comme le kazaïd, par exemple, comme la quantité, et donc si on ne s'est pas accoudé, on n'a pas du tout fait la achila, et donc il faudrait recommencer avec le bracha. Bien non, c'est une mitzvah indépendante. Il n'y a rien à voir. C'est une mitzvah qu'on a collé l'une avec l'autre, mais elles sont indépendantes. Comme il y a un doute, donc on est marqué de recommencer à manger la matzah en s'accoudant, sans recommencer la bracha de la achilat matzah. Donc tâchez de ne pas oublier. On a l'habitude aussi de s'accouder, et je passe aux 4 verres de vin. On a l'habitude de s'accouder aussi au moment où on boit les 4 kossot de vin, dont la mesure sera, selon la mesure toujours de Rav Chaim Naeh, de 86 grammes, 86 millilitres ou 8,6 centilitres. Il y a une tradition rapportée au nom du Admour Hazaken que le révi'it, c'est 1,2 centilitres. 1,120 millilitres. Il y a une tradition comme celle-là. Enfin, dans l'Europe des Choverot, on aborde 86, ce qui correspond à un petit verre de thé. Donc, tâchez de prendre une mesure. Si vous pouvez acheter à chacun des membres de la famille un verre qui contient cette quantité, ceci est bien, car si on prend un verre qui contient pile la quantité, cela permet de boire entièrement le verre. C'est une mitzvah de chatrila. On est quitte si on buvait que la majorité du verre, robre vite, mais le khatrila, il est bon de finir le verre. Donc n'ayez pas des trop gros verres, et des verres justes, qui vous permettra de finir votre kazaït, votre révite de vin. Révite de vin qu'on a l'habitude de boire d'une traite, pour ne pas faire de F sec, mais quand même en 2 fois, pour des réchéretz. C'est ne pas boire de manière gloutonne, d'un coup, en 2 fois, mais sans interruption. Et bien sûr en s'accoudant. De la même manière, oui. De la même manière qu'il y a un certain temps pour boire votre verre de vin, à savoir qu'on la boit d'un coup, il y a un temps pour la consommation de la matzah. Le shiur habituellement retenu, c'est 4 minutes. Il y a dans les écrits du Tzemar Tzedek qui rapportent 5 minutes et demie. Certains sont marmires de manger le kazaïd de matzah en 2 minutes. Bon, vous tâcherez, si vous pouvez l'avaler en 2 minutes, c'est mieux. En 4 minutes, c'est bien. 5 minutes et demie, c'est aussi bien. Un peu moins. Donc tâchez de voir votre mesure. Tâchez de bien compter vos matzot. Tâchez de les manger dans le temps imparti par nos chachamim. C'est quoi le smart de 2 minutes? Le smart des 2 minutes, c'est quoi? Le smart, c'est assez délicat à comprendre. Qu'est-ce qu'on appelle kedachilat pras, comment on compte le pras, etc. Et il y a un conseil donné par de nombreux poskim aussi, que je vous propose, et je vous laisse vous débrouiller, que vous tâchez de mettre le kazaït de matzah dans la bouche, sans commencer à l'avaler. Vous le mâchez, jusqu'à temps que vous en fassiez une boule dans la bouche, et sans vous étrangler, chadé shalom, vous tâchez d'avaler le kazaït d'un coup. C'est comme ça que préconisent certains poskim. Et vous pouvez, dans la mesure où j'ai dit qu'il y a des shiurim de 15 grammes et même de 10 grammes, au minimum tâchant d'avaler du premier coup, la première bouchée, d'avaler 10 grammes, c'est pas énorme, c'est encore moins qu'un quart de matzah, c'est possible de le faire.
Bon, vous allez me dire que c'est le parcours du combattant, mais bon, Hachem, nous sortons d'Égypte. Ça demande un effort. Nous descendons la Emouna, nous goûtons la Emouna dans le Boré Olam qui habite le monde, dans le Boré Olam qui transcende le monde. Ceci demande des efforts à chacun d'entre nous. C'est un petit réveil d'en bas, afin de nous amener les Oroth et Yonim de Dieu. B'ezrat Hashem. Voici donc les shiurim. J'ai parlé du shiur de 86 grammes. Sachez que d'autres poskim disent que le shiur c'est 150 grammes. Correspond le verre que j'ai devant moi en contient 200. Donc c'est à peu près le verre que j'ai devant moi, 150. Le lot qui est dans ce verre-là, à peu près 150. Certains disent qu'il faut prendre 150. Quant à la qualité du vin, le vin le plus méchoubar, c'est le vin rouge, sec, non sucré, non cuit. Ça, c'est le plus méchoubar. C'est ce qu'on appelle le vin classique, hein, le vin classique que l'on trouve en France. Maintenant, tous les vins sont cachers pour les Arba HaKosot. Le jus de raisin entier est aussi cacher. Si on accomplit de manière parfaite la mitzvah, c'est une grande discussion dans les poskim de jour, entre Moshe Feinstein, Rabbi Yerbach. Alors Moshe Feinstein dit le mot suivant, on dit qu'on est quitte d'Arba HaKosot, mais on n'est pas quitte de Hérout. Pour se sentir en Hérout, en liberté, il faut sentir un petit peu l'alcoolémie du vin. Donc ceux qui tiennent au jus de raisin peuvent ajouter quelques gouttes selon leur possibilité de vin pour accomplir donc la mitzvah Beidora. Maintenant, Bediavad, on est quitte aussi avec du vin blanc, on est quitte avec du vin cuit, on est quitte aussi avec du vin pétillant, mais le plus méchouvar, c'est celui que je viens de vous dire, c'est celui qui est en première place dans le Shulchan Aruch. Le maror. Quelle quantité de maror nous devons prendre? Les calculs faits par les gens qui en ont fait donnent que la masse volumique du maror est à peu près équivalente à la masse volumique de l'eau. C'est-à-dire c'est à peu près 1. Ce qui fait que pour manger un kazaït de maror, de laitue, c'est bien pour ça. Par contre, il y a un deuxième type de question qui est souvent demandée, ce sont les questions concernant les médicaments et les questions concernant tout ce qui est les cosmétiques, les maquillages. Donc je vais vous dire quels sont les grands principes à ce sujet. Les principes sont les suivants. L'Admor Zaken nous dit dans son Shulchan Aruch, Kol davar chez Moutar les Kaimo, toute chose que l'on a le droit de garder pendant Pessah, sur lesquelles on ne transgresse pas les lavim de Valira et Balmatzé, Moutar les Anot, Kol Anaot. On a le droit de profiter de la chose. Donc, de manière générale, tout ce qui est les gouttes nasales, les gouttes pour les yeux, les gouttes pour le nez, les gouttes pour les oreilles, tout ce qui est pommade, de manière générale, il est permis de les utiliser pendant Pessah. C'est permis. Et même si à la limite il y avait de l'alcool qui pourrait être de l'alcool chametz, c'est quand même, comme c'est mélangé avec d'autres produits, il est permis de les utiliser pendant Pessah. Donc, si vous avez un médicament par exemple, vous avez une pommade, vous avez le droit d'utiliser, tâchez de faire en sorte de ne pas l'utiliser auprès des lèvres ou de la bouche, parce que le Issour Achila est conservé, reste. Par contre, si ce n'est pas proche de la bouche, on peut les utiliser. De l'alcool qu'on met sur une piqûre, avec une piqûre. On demande aussi très souvent des comprimés, est-ce qu'on a le droit de prendre des cachets, des comprimés. La première solution, c'est la plus classique, c'est d'abord de regarder dans les listes. Dans les listes, vous avez de nombreux produits équivalents qui sont cachers des Pessah. S'il n'est pas possible de trouver d'équivalents cachers des Pessah, la solution qui est préconisée pour une personne, bien sûr, qui est malade, pas pour un luxe, pas pour un pinot, pour un malade, c'est d'entourer le comprimé avec un petit peu de Kleenex. Vous prenez un tout petit morceau de serviette en papier, vous entourez le comprimé, vous l'avalez comme ça. Ça, c'est la deuxième solution. Si même ça, c'est impossible, alors, la dernière solution est que le malade a vraiment besoin, sous l'indication médicale, de prendre ses médicaments, il est permis de les avaler même sans le papier.
Pourquoi? Parce que les poskim disent que Hametz Eva Tsurato, la tsura, la forme du Hametz est complètement perdue, donc il a perdu son shem de Hametz, et dans la mesure où c'est pour un malade, on a le droit de le prendre. Donc, a priori, sur les disques, Kachal et Pessah, deuxièmement, entouré avec du papier, troisièmement, même sans papier. Par contre, si ce sont des sirops pour lesquels on a une nana, on a un profit, ça il faut exclure, parce qu'il y a un profit, donc c'est interdit. Il faudra arriver à un piquoir nefesh pour permettre de tels produits quand il n'y a pas d'équivalent. On a toujours un profit d'un médicament. Ce qu'on appelle un profit, c'est pas le profit qu'ils appelaient avoir guérir. Profit, c'est-à-dire un agrono. Par rapport à l'alcool dont vous parliez tout à l'heure, est-ce que par exemple une personne qui fait une piqûre, on peut prendre un flacon d'alcool et l'appliquer L'alcool, par contre, il y a une exception dans ce que je dis. L'alcool, si c'est de l'alcool pur, il faut absolument que ce soit de l'alcool à boire ou autre chose, mais pas de l'alcool de blé. L'alcool pur, c'est interdit, c'est chametz, on n'a même pas le droit de le conserver à la maison. Donc l'alcool pur, faites attention, se nettoyer comme ça, c'est pas permis. Aller chez le dentiste. On y arrive. On y arrive. Et une blessure. Donc, d'après les indications que je viens de vous donner, les dentistes sont tenus de soigner les dents sans utiliser des alcools. En général, les dentistes consultent très souvent, j'ai souvent discuté avec des dentistes, qui arrivent à trouver des équivalents où il n'y a pas de chametz. Parce que utiliser du chametz sur une plaie, c'est vraiment problématique. Interdit. Maintenant, pour les maquillages, je finis avec les maquillages, puis je réponds à vos questions. Pour les maquillages, de nombreux poskim permettent les mélanges maquillants. Parce qu'en général, ils sont pas raoul et achila, dam, ou kelev, les pommades. Mais, sans vouloir entrer dans la complexité de la sougia, beaucoup d'autres poskim considèrent que dans la mesure où on pourrait être mafrid, dans la mesure où on pourrait séparer l'élément chametz de l'ensemble des autres éléments qui rentrent dans la composition du produit, du cosmétique, donc on ne regarde pas l'état actuel, on regarde l'état ultérieur que l'on pourra obtenir. Donc de nombreux poskim sont machmirim, et de nos jours c'est comme ça le minag chez les charedim, c'est de prendre des maquillants qui soient cachés à l'épaisseur, d'éviter les maquillants qui ne le sont pas. Bien que Meikar Adin, il y aurait largement de quoi permettre en cas de besoin, dans la mesure où c'est Nifsal, les Achila, les Achidren, les Nevatsurato, il y a diverses ta'amim, diverses raisons évoquées par nos Chachamim pour permettre donc ce genre de produit. Sachant que le minag c'est quand même d'éviter. Donc pour Pessah, on évite tous ces genres de produits. Voilà. Le savon, ça rentre dans la même, dans les mêmes définitions, les mêmes dynimes que je viens de donner. Ça veut dire que de manière générale, les savons ne sont pas réunis les achila. Mais, comme j'ai dit tout à l'heure, on tâchera de prendre des savons cachés à l'épaisseur. Ça veut dire des savons dans lesquels il n'y aurait pas d'alcool. Dès qu'il n'y a pas d'alcool, du savon de Marseille sans alcool, il n'y a pas de problème. Voyez ? S'il y avait de l'alcool, étant donné que l'alcool c'est l'élément qui conserve des bonnes odeurs, donc on en a besoin, on veut cette chose-là, donc l'habitude c'est d'être mahmir dans ces savons. L'habitude c'est d'être mahmir s'il y a de l'alcool. Donc c'est pas compliqué, si vous voulez un déodorant, il y en a partout, je ne vais même pas vous donner de marque pour ne pas faire de publicité, il y a de nombreux déodorants qui sont sans alcool, et vous les prenez sans alcool. Dans les listes, vous avez de nombreux déodorants, vous avez de nombreux savons qui sont cachers, vous avez de nombreux shampoings qui sont cachers. Donc, allons au mieux, plutôt que de rentrer dans des problèmes de Pessah, même si les filles à l'akha strict, ça serait cacher. Alors, peut-on cachériser une bouillarde électrique? Une bouillarde électrique, il n'y a pas de raison de ne pas pouvoir la cachériser, sachant que j'ai évoqué tout à l'heure que pour Pessah, il est vivement recommandé de ne pas utiliser de kénim qui ont été en contact avec le Hametz. C'est plutôt, au contraire, d'avoir des kénim cachés à Pessah. Mais disons que si c'est pas possible, eh bien, il est permis de prendre une bouillarde électrique, vous la remplissez d'eau, vous la faites bouillir. Pendant qu'elle bout, vous tâcherez de projeter par-dessus, quand c'est chaud à l'extérieur, une marmite d'eau bouillante sur les parois extérieures, et c'est considéré comme c'est-à-dire vous mettez exactement dans la situation où elle aurait pu absorber du Hametz, et ça la rend cachée à l'épaisseur. Ça ne touche pas l'électricité?
Je ne sais pas l'électricité. L'électricité, parce que le bois, c'est qu'il y a des fils électriques. Voilà, non, ça fait rien, vous mettez de l'eau dessus, ça fait rien. J'habite en Israël, puis-je vendre le Hametz avec un acte en France? La réponse c'est oui, parce que les rabbinim, en tout cas nous-mêmes qui faisons les rabbins Chabad, nous nous arrangeons pour faire une vente vendredi tôt, une vente pour tous les shtarot de personnes qui seront en Israël, de telle sorte que la vente soit faite à une heure où déjà en Eretz Israël, Pessah, l'interdiction de consommation a commencé, ou de Hana a commencé. Donc on peut le faire. En tout cas, nous avons prévu, si on fait la vente avec d'autres rabbinim, c'est très simple de demander au Rav comment il a prévu la chose, mais celui qui ferait une vente tardive, c'est-à-dire à la dernière minute, ça peut poser un problème. Et nous prenons nos précautions, on s'arrange pour pouvoir vendre le Hametz des personnes qui sont en Israël. On me demande quels sont les légumes que l'on peut consommer à Pessah. La réponse c'est on peut consommer tous les légumes. Il n'y a pas de légumes interdits. Mais je pense que l'intention de la question c'est est-ce qu'il y a une khumra de s'abstenir de certains légumes. Bon, chez nous avons l'habitude, chez Chabad nous avons le minhag de ne prendre que des légumes que l'on peut éplucher. Donc les légumes qu'on ne peut pas éplucher, on tâche de s'en abstenir, on s'en abstient. Bon, mais c'est un minhag, une habitude. Il n'y a aucun légume interdit. Interdit, pas de légumes interdits. S'il n'est pas de orla ou de. C'est pas une interdiction autre, mais pour Pessah, il n'y a aucun légume interdit. Mais non, mais je pense que la question c'est. Mais je pense que c'est. Non, je ne parle pas de je parle des légumes. La question, ça veut dire quels sont ceux dont on s'abstient. Les tomates, on les épluche, on les mange. Maintenant, j'imagine certains légumes que très fins, comme les céleris branches et tout, c'est très difficile de tout nettoyer. Bien que le céleri, vous savez très bien que certains ont l'habitude de considérer que c'est ça le carpas, chichim parer, qu'il faut avec ça. Il est clair que quand je dis que les légumes que l'on ne peut pas éplucher, on ne les prend pas, et c'est dans la mesure où ce ne sont pas les légumes dont on a besoin pour la mitzvah. Évident. Alors, peut-on habiter dans un appartement vendu à Pessah? Alors, je précise tout de suite que les appartements ne sont pas vendus à Pessah, ils sont donnés en location au Goïm. Donc, normalement ils sont en location chez le Goï, chez le non-juif, donc on n'a pas le droit d'y habiter. Je vous précise quand même que nous nous arrangeons avec le non-juif qui achète le Hametz et à qui nous louons tous les endroits dans lesquels sont entreposés le Hametz. Nous lui demandons la permission éventuellement de pouvoir pénétrer dans les placards, dans les endroits qui ont été loués, pour récupérer un objet qui n'est pas Hametz. Donc ça c'est une question qui est souvent demandée. Vous avez dans les placards scotchés, vous avez oublié un tire-bouchon, vous pouvez aller le chercher, on s'est arrangé avec le non-juif pour le faire. Mais dire que l'on réinvestit l'appartement, ça peut poser des vrais problèmes au niveau de la vente du Hametz et des locations des lieux. Donc on n'a pas le droit, donc faites attention. Si vous avez vendu, pour éviter le ménage, vous avez vendu votre appartement, loué votre appartement, vous revenez à Chol HaMoed, c'est problématique. Je ne prétends pas répondre à la question maintenant, c'est une question délicate, mais il ne faut pas le faire. Le robinet de la cuisine est-il Hametz? On a l'habitude bien sûr de le cachériser, parce que les robinets sont très 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 souvent éclaboussés par l'eau dans lesquelles on a fait cuire des pâtes et du Hametz, donc il faut le cachériser. Comment on le cachérise? Vous nettoyez bien l'intérieur, si on peut le démonter. Vous ouvrez le robinet à température maximum de chaleur et à ce moment-là, vous versez de l'eau bouillante par-dessus. Vous mettre dans des conditions optimales de chaleur. De quelle façon doit-on recouvrir un évier en inox et une table afin de pouvoir poser à chaud par-dessus? Si ce sont des tables en bois dans lesquelles du Hametz a pu tomber dans l'année, on ne prend pas la précaution que ce soit toujours couvert, il faudra bien nettoyer, de préférence ébouillanter et recouvrir avec une nappe, c'est suffisant. Si le fait d'ébouillanter, ça risque d'abîmer la table, vous avez un moyen très simple, c'est de recouvrir toute la table avec du papier aluminium et de mettre une nappe par-dessus. L'aluminium protégera donc de tout contact éventuel avec le Hametz. D'ailleurs,
vous avez la même solution dans les éviers. Il est recommandé, c'est tout sont des conseils pour Pessah bien sûr, hein, parce que pour l'année on est moins marmire. Débouillanter donc l'évier en bouilloire bien sûr, et en ébouillantant le fond de l'évier, puis les plans de travail. La méthode celle qui est préconisée dans le Shulchan Arour, c'est Even Meluban, qui demande beaucoup d'attention et beaucoup de mompriou, de dextérité. Mettre une pierre sur le feu, une fois qu'elle est bien chaude, la tenir avec une pince, puis projeter par-dessus de l'eau bouillante et passer sur tous les endroits d'évier. C'est une opération assez compliquée à réaliser. Beaucoup se contentent de projeter de l'eau bouillante de la bouilloire, et comme ce n'est pas parfait comme cachérisation, de recouvrir ensuite avec du papier aluminium. L'évier. Ou alors mettre au fond de l'évier une petite... mettre une petite grille. C'est pas suffisant pour laver un 100 degrés. 100 degrés, non. Pour diverses raisons, le Shulchan Arour dit Even Meluban. À part le fait de projeter de l'eau bouillante, il faut aussi Even Meluban pour lui donner un digne de Keli Rishon. Ça demande aussi une... Parce que sinon, c'est Irun et Keli Rishon. C'est un jet de Keli Rishon, ce n'est pas Keli Rishon. Mais Even Meluban, mot, ça veut dire une pierre portée à température maximum. Meluban, le blanchi, mot, la vanne. Dans tous les cas, il faudra recouvrir de l'aluminium. Si on n'a pas fait Even Meluban, si vous avez fait Even Meluban, il n'y aura pas besoin. Si vous avez fait avec une pierre, non. Mais sinon, la pierre étant très difficile à réaliser, donc il est quand même recommandé. Il y en a qui couvrent, à ils couvrent l'évier d'un sac poubelle pour se faire hermétique. Un sac en fait assez fort. Je ne pas que ce soit en contact direct. Et il faut savoir que ces matières-là ne sont pas aussi performantes que l'aluminium. L'aluminium, s'il reste bien collé au fond de votre évier, donne un digne qu'on appelle le digne de shtek derot. Il y a un principe qui veut que lorsque vous avez deux métaux qui se touchent comme ça de manière extérieure, sans qu'il y ait de l'eau entre les deux, que la nourriture qui serait dans un ne peut pas traverser l'autre. Ce qui fait que si vous mettez du papier aluminium qui est un métal, il ne peut jamais avoir d'interconnexion avec le chametz éventuel qui resterait dans votre vos parois. Par contre, le sac poubelle n'a pas cette propriété. Le plastique n'a pas cette propriété. L'aluminium, on ne tourne pas qu'on passe par plaque, et donc il y a des fois de l'eau, elle passe en dessous, donc c'est assez... Ça soit bien sec quand on met l'aluminium. Ouais. Les bassines qu'on met avec des trucs dans les éviers pour éviter le contact avec... c'est aussi une solution, ça, tout le monde a ses solutions. C'est aussi une solution, bien sûr. Mais si vous avez employé la méthode de Even Meluban, il n'y a pas besoin. Bon, je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Vous avez parlé du robinet là. Vous avez pas dit ce qu'on fait avant l'évier ou après la cachérisation En général, oui, il faut couler à l'eau chaude, donc ensuite il faudra sécher. Il faudra ensuite sécher le fond d'évier et recommencer la deuxième partie. Donc, mais sinon on peut le faire, il n'y a pas d'ordre spécial là-dessus. Alors, on me demande la question suivante. Est-il possible d'utiliser un four ayant fait, après une pyrolyse, pour Pessah, quel est le minak rabat? Je ne sache pas qu'il y ait un minak rabat spécial là-dessus, mais d'après le principe que j'ai évoqué tout à l'heure, qu'a priori on évite d'utiliser le procédé de cachérisation, il vaut mieux d'avoir un four caché à les Pessah neuf. Bon. Maintenant, si on ne peut pas, la pyrolyse cachérise les parois de votre four. Par contre, les plateaux sur lesquels il y a pu avoir du chametz, la pyrolyse n'est pas suffisante. Parce qu'il faut faire un liboun chameau, il faut passer le chalumeau jusqu'à temps que ça devient rouge. Et la pyrolyse ne fait pas cet effet. Donc il faudra changer vos plateaux, ou alors, après la pyrolyse, les recouvrir avec une feuille de papier aluminium épaisse, dont vous êtes sûr qu'elle ne va jamais se déchirer. Ça peut être une solution. Voilà, donc, ou changer, le mieux c'est de changer de plateau, ou alors d'en couvrir après la pyrolyse. Alors, une question délicate. Je suis de nationalité israélienne et française, vivant à Paris. Je possède un appartement à Jérusalem et j'y passerai Pessah. Combien de Yom Tov je fais? Un ou deux?
C'est une question délicate et je vais vous envoyer au Rabbanim d'Eretz Israël. Les Rabbanim d'Eretz Israël tendent ces dernières années à dire, pratiquement tous, que l'on ne fait qu'un seul jour en Eretz Israël. On fait qu'un seul jour en Eretz Israël. Mais je vous envoie quand même reposer la question. Le Rav sur place assis à Tadishmaya pour l'endroit. Mais je vous dis comment c'est le minag. C'est pas le problème si on est avec toute la famille, pas avec toute la famille, etc. Ça fait partie des paramètres. Donc, en l'occurrence, si c'est un Chabad, en principe, c'est un jour. En l'occurrence, c'est une personne qui a un appartement, qui passe régulièrement les fêtes là-bas. Donc, ça serait plutôt un jour. Et l'inverse, quelqu'un qui vient d'Eretz Israël passer les Pessah. Si elle passe. Alors, si. Quelqu'un d'Eretz Israël qui vient passer les Pessah en France. Là, c'est autre chose. Alors, c'est. Ça, c'est le Rav d'ici que Rassiat Dishmaya. Là aussi, c'est problématique. C'est problématique. D'après ce que l'on a dit, je vous réponds tout simplement, c'est qu'il y a une immense marloquette dans les poskim sur ça. Est-ce qu'on va d'après le Makom, dans lequel on est, ou est-ce qu'on va d'après le Makom, d'où l'on vient, ou est-ce qu'on fait les deux chumot? Immense marloquette. Il y a des contradictions dans les poskim, dans Admor Hazaken, il y a des lettres du Rabbi contradictoires là-dessus. Pour ça que je dis, c'est pas une question facile. Il est rapporté qu'une année, en 770, il y a un Israélien qui était monté le deuxième jour de Yom Tov, au Hamoud, et le Rabbi a fait un geste, il a dit c'est un Israélien. Alors lui, il se considérait, étant chez le Rabbi, il se considérait Chutz Laaretz. Mais c'est quand un Israélien, il a bien fait un geste. Ça veut dire que ce n'est pas si simple de se considérer comme un... On ne peut pas dire qu'on va d'après le makom où on est. Donc dans ce cas-là, Yesh Makom Gadol, les Achmir, de faire 2 jours. Yesh Makom Gadol, les Achmir, de faire 2 jours. Le Mahot sera fait la matzah, ça. Oui. Si vous me demandez comment je préconiserais de faire le Seder vers tout le monde et se rendre quitte des brachot avec une personne qui habite en France. Pour être quitte d'après tout le monde. Ouais. De se rendre quitte des brachot, oui. D'ailleurs, se rendre quitte des brachot. Dernière question. J'ai des oiseaux. Comment les nourrir à Pessah? Avec des maçons. Les poissons rouges aussi. Les poissons rouges. Avec des maçons. Vous avez plusieurs solutions. Vous pouvez les nourrir au Kachar des Pessah. Vous pouvez les offrir à votre voisin Goy. C'est des solutions qu'on a pratiquées les années passées. Les Goyim sont tout à fait d'accord de vous prendre vos oiseaux. Donc vous lui dites je te le donne complètement, je te le vends, je te le donne. Vous pouvez lui donner le Hametz aussi avec, tu dis je te donne des cadeaux. Donner le Hametz, comme ça il s'en occupe pendant. C'est la solution. Ce qu'on fait comme ça qu'on fait les animaux. Dans le shtar de vente, sachez que dans le shtar de vente du Hametz, il est prévu d'ailleurs que diverses conditions où si éventuellement on avait des animaux qui sont vendus au Goy et que le Hametz aussi est vendu, la nourriture des animaux est aussi vendue au Goy. C'est prévu dans le shtar de vente. Donc si on met assez de nourriture dans la cage aux oiseaux, quand c'est vendu, ça ne nous appartient plus. Ah, bien sûr. Alors on peut le garder à la maison, même si on le recouvre, quoi, pas qu'on le voit. Non, pas de l'aluminium. D'autres questions? Oui. Pour l'application tout à l'heure. Attendez. Bon. Je vous lis la question. Bon, c'est une question très particulière, donc je vais. La dernière, c'est peut-on mettre du rouge à lèvres pendant Pessah? Alors il est clair que le rouge à lèvres étant sur les lèvres, donc en contact direct avec la bouche, il faut impérativement qu'il soit caché à les Pessah. Contrairement aux autres médicaments dont j'ai parlé tout à l'heure ou aux autres cosmétiques.
Alors il y a un cas un peu particulier, je suis un juif, mais ma mère ne l'est pas, mon père l'est. Je vis quelquefois chez ma mère, chaque fois chez mon père. Je suppose qu'il est converti donc. Mais ma question, où je fais l'abdicat Hametz, ben, il fait l'abdicat Hametz dans les endroits qui lui appartiennent. S'il est chez son père est supposé faire l'abdicat Hametz dans la maison de son père. Donc il peut aider son père, mais c'est le riouf tombe sur le père. Chez sa mère, s'il a une chambre particulière, une chambre qui est à lui, la chambre qui lui appartient, où il risque de manger du Hametz, c'est ça qu'il doit faire l'abdicat. Mais là, c'est très compliqué de rester dans la maison de sa maman, sachant que la maison est pleine de Hametz. Donc ça, il faudrait qu'il trouve une solution pour se faire inviter ailleurs pendant Pessah. L'abdicat doit être méticuleuse, c'est-à-dire dans chaque recoin. Ou un peu, sans trop en rajouter, point d'interrogation. Et si ça prend des heures, 3 points d'exclamation, 1 point d'interrogation. Réponse, si ça prend des heures, il faut passer des heures. D'accord. Comment on fait? Trois questions. Trois questions. Question en live. J'ai un ami pharmacien, donc, qui va travailler pendant Pessah. Est-ce que je peux lui vendre Goy juif. toute sa... Goy juif. Non, juif, bien sûr. Un pharmacien juif qui va travailler pendant Pessah. Est-ce que je peux lui vendre sa pharmacie, donc le remettre dans une de sa pharmacie, entre autres, les médicaments qui seront utilisés, qui seront vendus pendant Pessah. Et que lui-même va quand même vendre. Lui qui va vendre. Écoutez, je répète la question. Il demande la question suivante, c'est une question tout à fait générale. Vous faites Mipsaïm, vous distribuez des archaos de vente, des actes de mandat pour que le Rav vende le Hametz. Est-ce qu'on peut faire cette chose-là dans des magasins ou des pharmacies, sachant que le propriétaire qui est juif va quand même vendre du Hametz? Une grande discussion dans les poskim. Je vais être très bref. Faites Mipsaïm et faites la vente. On gagne quelque chose. Bon, si maintenant vous demandez si ensuite on va pouvoir acheter dans ce magasin, ça serait une autre question auquel je répondrai à un autre moment. Mais en tout cas, faites-le, on gagne quelque chose. Si maintenant votre pharmacien il peut mettre un employé et lui ne pas vendre, il y a des solutions beaucoup plus acceptables, on va dire. Il peut s'arranger par exemple pour mettre un employé pendant la Moed, un employé goy, auquel il vend tout son Hametz, et c'est l'employé goy qui revendra le Hametz. Et là il est sauvé. Ça lui permettra de prendre quelques jours de vacances, de ne pas transgresser Balia Valemassé. C'est un bon conseil à donner, de prendre quelque chose d'autre. D'accord, donc on gagne. Je vous dis, on gagne quelque chose. Il y a même des rabbanim qui prévoient dans l'acte de vente, et tout ça bien sûr, dans la mesure où ce sont des employés non juifs qui travaillent dans l'épicerie. Imaginez par exemple un propriétaire d'un magasin d'alimentation, et dont les employés sont non juifs. On pourrait faire la chose suivante. Ça paraît un peu tiré, mais certains font comme ça pour essayer de sauver des Yehudim de fautes graves, c'est de vendre tout le Hametz au goy que l'on utilise, auquel on vend tout le Hametz, et on demande à ce goy: tu permets aux employés de l'épicerie de vendre ton Hametz, et dont tu seras le bénéficiaire, tu prendras le bénéfice. Ce qui fait que quand l'employé goy du Franprix, par exemple, il va vendre une bouteille de whisky, donc un goy qui vendra le Hametz d'un autre goy. Vous voyez? Donc ça peut servir. On essaye de faire au mieux. Bon, mais il est clair que c'est vraiment loin d'être la bonne solution. Donc je vous conseille de travailler sur lui pour qu'il ferme le magasin, ou bien qu'il ne vende pas de Hametz, ou bien qu'il vende vraiment son Hametz et qu'il n'en tire aucun bénéfice. Attends, si j'ai fini les questions. Pour l'Abdallah, pour Shabbat. Oui. Une question sur le Hametz. Lorsque on emprunte, il n'y a pas de scriou, il n'y a pas de location, on emprunte un appartement à quelqu'un, et on sera dans l'appartement le soir de Hametz. Est-ce qu'on a... Vous y habitez, vous mangez là-bas? Oui, personne ne l'a mangé. En totem, au lieu de vous le louer, il faut une location gratuite, quoi.
une location gratuite. Voilà. On prête l'appartement. Il y a aucun des gens. Il a fait l'abdika dans son appartement? La personne qui va partir va faire l'abdika avant le soir de l'abdika. Non, il n'y a pas de problème. Donc vous rentrez donc dans un appartement dont l'abdika a été faite. Vous n'êtes pas tenu. Sans bracha, vous n'êtes pas tenu de faire. Lorsqu'on est dedans, le soir de l'abdika travail, vous n'êtes pas. bracha ou pas? Vous faites rien du tout. Vous faites rien du tout. C'est une maison qui est bdiquée déjà. Vous n'êtes pas du tout tenu de faire l'abdika puisqu'elle est déjà bdiquée. Dans votre cas, si c'est pas loin de votre propre appartement, vous faites l'abdika chez vous. Si c'est loin, donc vous ferez chez vous 2 jours avant et vous rentrez dans l'appartement, on garantit. C'est quelqu'un qui vient, à qui on prête un appartement. Oui. Quelqu'un, il aura fait sa l'abdika chez lui avant de partir, sans bracha. Voilà. Celui qui prête, il aura aussi fait l'abdika sans bracha, donc il ne faut rien. Les deux auront fait le Père d'Abracha. Alors pour l'Avdallah, vous suivez le texte, vous ouvrez le Sidour et vous verrez le texte de l'Avdallah dans le Sidour. Non, ça veut dire la bougie c'est 48 heures, comment on n'a pas le droit de l'allumer ici? De toute façon, à Yom Tov, vous savez très bien que il faut toujours avoir une bougie qui va vous durer longtemps, et à partir de laquelle vous allumez les autres bougies. Est-ce qu'on peut prendre un médicament qui était dans une pharmacie qui était vendu préalablement? J'ai besoin d'un médicament qui est autorisé et qui est dans la pharmacie, donc j'ai vendu tout globalement. Mais je vous rassure, enlevez-vous de la tête que on entend souvent dans le monde qui dit la maison est vendue, on a l'impression que les murs, les tapisseries sont vendues, les tables sont vendues. Rien n'est vendu que le Hametz. Donc si vous avez un produit, comme vous dites, permis, ça veut dire dans le cas pas de Hametz, il n'est pas vendu. Vous voyez, il n'y a aucune crainte. Si vous avez oublié un tournevis dans votre maison que vous appelez vendu, vous pouvez aller chercher le tournevis, il n'est pas vendu. D'autre part, est-ce qu'on peut envelopper les médicaments avec de la salade, de l'utiliser? Non. Non, parce que c'est un mine de ochel, donc c'est pas chotzetz. Ce n'est pas chotzetz. On écoute de s'accouder sur la table. De s'accouder sur la table. Quand on s'accoude pour boire, on peut s'accouder sur la table? Il faut s'accouder sur la table. Non, le fait de s'accouder sur la table n'est pas suffisant. Il faut se mettre au moins sur un dossier de chaise. Le rabbi avait l'habitude avec une chaise à côté, 2 coussins. C'est-à-dire si on s'accoude sur la table, on ne s'est pas accoudé en fait. Ça ne peut pas s'accouder. Question un peu délicate sur ce verre. Vous avez fait le problème de santé pour qui on a formellement interdit tout ce qui est fibres et tout ce qui est alcool. Qu'est-ce qu'il y a avec le point de mort, l'herbacosol, etc. Une personne qui a des problèmes au côlon, qui risque de péritonique du côlon si c'est une maladie grave, Anous Rahman n'a pas trait. Dans les costodes, il a le droit, on va dire, à un verre de vin par. Il faudra avec l'avis du médecin, il faudra qu'avec le médecin lui dise jusqu'où il peut aller et il essaiera de faire la mission de médecin. Par exemple, le gluten. Les gens qui sont, je vous donne un exemple, les gens qui sont allergiques au gluten, si on ne peut pas trouver des matzot, il y a de nombreuses recherches qui sont faites à ce sujet. Si on ne peut pas et qu'il risque vraiment une maladie grave, c'est sûr. Il doit favoriser. Je ne sache pas qu'il y ait il y a celui du Kiddush, bien sûr, qui est Rachou, pas celui du Kiddush, mais dans les autres, je ne sache pas qu'il y ait une préséance. Mais il peut s'arranger, par exemple, pour prendre un rov réveillé de chacun. Ça fait, le rov, c'est un peu plus de 43 grammes. Si vous prenez que du jus de raisin, je ne pense pas que c'est un problème. Ah oui, on est quitte avec 43 grammes, un peu plus de 43 grammes, le rov de 86. Ça, en gros, il a droit à un verre normal, vous voyez, c'est 15 centilitres. Voilà. C'est pas beaucoup, finalement, c'est pas beaucoup. Bon, je pense qu'on a brossé rapidement les éléments pour arriver à la Emouna. On met mal Kolalmin et sauver le Kolalmin. On espère, Bezat Hashem, qu'on va se retrouver tous à accomplir tout ça dans Yerushalayim Abnouya très très bientôt. Alors je voulais au nom de tous remercier notre grand ami Shimshon Ben Amou, qui grâce à lui et grâce à ses compétences et sa hitlaavoud et son zèle a pu permettre la retransmission de ce shiur qui